Le 22 décembre 2024, Donald Trump a déclaré sur Truth Social que la possession et le contrôle du Groenland étaient, je cite, une nécessité absolue pour la sécurité nationale des États-Unis et qu'il donc comptait l'acheter. What is your vision for the potential annexation of Greenland and getting them potentially to... Well, I think it'll happen. Alors, tout le monde se moque de lui à ce moment-là, mais très vite, on comprend que c'est du sérieux. Et selon une étude de The Economist, cet achat pourrait être le coup du siècle même. Si on fait les calculs, même si Trump offrait 2 millions de dollars à chacun des 56 000 Groenlandais et un passeport américain, ça resterait un énorme bénéfice pour les États-Unis, tant les richesses de ce territoire sont juste incroyables. D'ailleurs, choisiriez quoi, vous, si vous étiez Groenlandais ? Bref, l'histoire s'emballe et le 15 janvier 2025, Trump passe un entretien téléphonique de 45 minutes avec la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Alors, la transcription exacte du coup de téléphone, elle n'est pas publique, mais plusieurs médias ont rapporté son ton très froid. Alors pourquoi je vous parle du Danemark ? Parce que le Groenland, c'est un pays constitutif du royaume du Danemark, avec une autonomie partielle. Bon, si je vous raconte ces petites histoires, c'est parce que la bataille du Groenland, elle s'intensifie incroyablement depuis quelques années. Et ce pays, auquel vous ne pensez peut-être pas tous les jours, est en réalité au centre de toutes les attentions. Imaginez un territoire immense, riche en ressources ultra stratégiques pour les nouvelles technologies, pour l'indépendance énergétique, situé à la croisée des routes commerciales, avec une importance militaire énorme et qui devient de plus en plus accessible à cause ou grâce, si vous voyez ça à travers des yeux de Trump ou Poutine, du réchauffement climatique. Ce territoire, c'est le Groenland. C'est le pays des Inuits. Il fait 4 fois la superficie de la France pour seulement 56 000 habitants. Et aujourd'hui, le Groenland, c'est un pays constitutif du Danemark, mais pour combien de temps encore ? Parce que les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie, l'Union européenne, tout le monde le veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de ce territoire stratégique au XXIe siècle ? Qui va mettre réellement la main dessus ? Et pourquoi est-ce que le Groenland attire autant de convoitises ? On vous explique tout avec Gringot dans cette vidéo. Alors pourquoi le Groenland est-il si stratégique ? Le Groenland, c'est un pays gigantesque. Je vous l'ai dit, 4 fois la superficie de la France. Et s'il est aussi stratégique, c'est principalement pour 2 raisons clés. La première raison, ce sont ses ressources naturelles colossales. Le sol groenlandais regorge une quantité incroyable de ressources minières et il y en a pour tous les besoins et pour tous les goûts. Il y a des terres rares, il y a du lithium, il y a du cobalt, il y a de l'or qui sont essentiels pour les batteries et les technologies vertes, et il y a aussi de l'uranium qui est utilisé pour l'énergie nucléaire. Certains experts estiment même que le Groenland posséderait à lui seul autant de ressources minérales que l'ensemble des États-Unis, y compris l'Alaska. En clair, le Groenland pourrait être une des clés de la transition énergétique, car tous ces minerais sont indispensables pour produire, je vous l'ai dit, des batteries, mais aussi des panneaux solaires, pour décarboner la production d'électricité mondiale en fait. Mais le problème, d'une certaine manière, c'est que ces richesses, elles sont encore enfouies sous une épaisse, très épaisse, couche de glace. Donc elles restent très difficiles et coûteuses à exploiter. Mais tout pourrait changer dans les prochaines années, avec justement la fonte accélérée de la glace par le réchauffement climatique. Et c'est pas tout. Le Groenland, il contient pas que des minerais stratégiques pour la transition énergétique. Son sous-sol, il est aussi plein de pétrole, de charbon et de gaz. Alors pour l'instant, ces ressources fossiles sont protégées, le pays en interdit l'exploitation. Mais ça pourrait ne pas durer, surtout si le Groenland tombe entre de mauvaises mains. Et puis, il y a un autre facteur qui facilite encore plus l'exploitation de ces richesses, c'est que le Groenland, c'est un désert humain. On l'a dit, 56 000 habitants sur un territoire qui est 4 fois plus grand que la France, ça fait peu d'habitants au kilomètre carré. Moins d'habitants, ça veut dire aussi moins d'opposition locale, moins de contraintes pour ceux qui voudraient exploiter ces ressources, moins de problématiques en fait de terrain, et c'est précisément aussi ce qui attise les convoitises. Et maintenant, la deuxième raison de pourquoi le Groenland est si stratégique, et pour moi la raison la plus intéressante, ou même la plus inquiétante, c'est la position stratégique physique du Groenland. Sa localisation en fait le cœur de toutes les nouvelles routes commerciales, et vraiment un verrou militaire entre l'Arctique et l'Atlantique Nord. Alors je sais, dit comme ça peut surprendre, un nœud commercial, un verrou militaire sur cet immense iceberg perdu dans l'océan Arctique. Eh bien, pour comprendre, il faut
retourner nos cartes pour voir le monde différemment. Dans cette perspective, on réalise que le Groenland est la porte d'entrée de l'Atlantique Nord, pile à l'intersection des zones les plus riches et les plus peuplées du monde. Avec la route transpolaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui relierait Shanghai à Rotterdam, les porte-conteneurs n'auraient plus besoin de parcourir 20 000 km et passer par le détroit de Malacca puis le canal de Suez. Ils pourraient faire le trajet en seulement 14 000 km et 25 jours au lieu de 40 jours. Et c'est pas tout. Cette nouvelle route, elle permettrait aussi de raccourcir d'un tiers le trajet entre la côte ouest des États-Unis et l'Europe par le passage du nord-ouest, comparé à la route actuelle qui passe par le canal du Panama. Mais c'est aussi un atout militaire majeur, parce que le Groenland et l'océan Arctique, ce sont aussi des emplacements idéaux pour des bases militaires aériennes ou des sites de missiles balistiques qui sont en fait capables d'atteindre, depuis le Groenland, presque toute l'hémisphère nord de la planète. D'ailleurs, les États-Unis y ont déjà plusieurs bases, dont la célèbre base aérienne de Thulé. Cette base, elle est située à seulement 1500 km du pôle Nord et elle a été stratégique pendant la guerre froide. Et elle sert en fait encore aujourd'hui de station radar pour le bouclier antimissile américain. Alors le problème pour l'instant, c'est que tout est gelé. Ces routes et ces passages sont bloqués une grande partie de l'année par la banquise. Même en plein été, la navigation reste très périlleuse et le pôle Nord est encore complètement gelé, en tout cas en partie. Mais vous le savez, avec le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre accélèrent la fonte de la banquise. Résultat, cette route pourrait être totalement ouverte dès 2050. Et cette route, elle permettrait à des dizaines de milliers de porte-conteneurs d'y passer chaque année. Donc le Groenland deviendrait vraiment le Singapour du Nord. Un passage incontournable pour le commerce mondial. Ce sont des sujets évidemment qu'on suit de très près chez Gringotts, l'institution financière que nous avons créée, parce qu'on ne finance que les secteurs clés de la transition et on fait très attention à ce qui se passe justement en termes de conséquences du changement climatique. Alors, qui veut le Groenland ? Maintenant qu'on a posé le contexte et qu'on sait pourquoi le Groenland attire à peu près toutes les convoitises aujourd'hui, regardons ensemble qui sont ces acteurs qui convoitent le Groenland et à quel point ils sont avancés. À l'heure où les tensions géopolitiques se décuplent, où les ressources se font de plus en plus rares et avec des conflits qui éclatent partout autour du globe, les appétits pour le Groenland s'aiguisent et on a 5 grands acteurs qui vont se faire face sur ces nouvelles routes commerciales. Alors qui sont-ils ? Quelles sont leurs chances ? Quelles sont leurs stratégies ? Et que faut-il en penser pour l'avenir ? On vous explique. Et pourquoi on vous explique ? Eh bien, je vous le disais, parce que chez Gringotts, on est là pour financer les grandes infrastructures de la transition pour un monde sans carbone. Aujourd'hui, on a investi plus de 100 millions d'euros, mais on ne le fait pas seul. On le fait avec vous, avec une assurance vie, mais surtout avec une nouvelle carte premium qui vous couvre sur à peu près tout dans votre vie, en plus de vous offrir une remise de 2% sur tous vos billets de train SNCF Connect, par exemple, ou 50% sur l'abonnement de vos courses, et bien d'autres avantages que je vous mets là à l'écran. Bref, des avantages pour le climat et pour votre quotidien. Allez, on y retourne. Comment on va se positionner, nous, face au Groenland ? Eh bien, il faut avoir en tête que le premier acteur pour qui le Groenland est stratégique, c'est évidemment le Danemark. Ce scénario, c'est un peu celui du statu quo. Pour l'instant, le Groenland est un pays constitutif du royaume du Danemark. Les Groenlandais sont des citoyens danois, mais avec un statut particulier. Ils gèrent leurs affaires intérieures, mais restent totalement dépendants de Copenhague pour leur diplomatie et leur défense. Le Danemark, c'est l'un des pays les plus riches au monde, en tout cas en termes de PIB par habitant. Mais il y a un problème, c'est un nain. C'est un nain démographique avec seulement 6 millions d'habitants. Son influence mondiale, elle est faible et son armée, elle est plutôt modeste. Jusqu'en 2022, le Danemark ne dépensait que 1,4% de son PIB dans la défense, bien en dessous des 2% du coup exigés par l'OTAN. Mais même aujourd'hui, son budget militaire reste limité, avec environ 4 milliards de dollars par an, loin derrière les grandes puissances. Et puis le Danemark ne contrôle pas non plus de ressources stratégiques, même si sa position géographique lui donne un rôle clé en mer Baltique. Alors, face aux géants qui convoitent le Groenland, on voit mal comment un petit pays comme le Danemark pourrait résister, seul en tout cas. Mais le Danemark a une carte à jouer, c'est un membre influent de l'Union européenne. Alors oui, dit comme ça peut faire sourire, parce que l'Union européenne, en ce moment, c'est un peu la cible de toutes les critiques. Elle est divisée, elle avance lentement sur de nombreux sujets, et son poids sur la scène internationale semble s'effriter. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Union européenne reste un géant économique. 17 000 milliards de dollars de PIB, 320 milliards de dollars de budget militaire annuel, soit plus que la Chine, et presque 3 fois plus
que la Russie. Alors, même si ces dépenses sont fragmentées entre les États membres, ça reste colossal. C'est pour ça que Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark, a fait le tour des dirigeants européens pour s'assurer de leur soutien dans cette histoire. Et tous, ou presque, lui ont promis de l'aider. Mais ce qui est sûr, c'est que même si le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne, l'Europe ne peut absolument pas se permettre de le voir tomber entre les mains d'une autre puissance. Surtout en ce moment, alors qu'elle est en pleine crise énergétique, qu'elle cherche à sécuriser ses approvisionnements en minerais pour assurer aussi sa transition écologique et son indépendance économique. Donc en fait, le Groenland, c'est une mine d'or pour l'Europe. D'ailleurs, il y a une étude de la Commission européenne qui a montré que sur les 34 minerais critiques pour l'industrie et la transition énergétique de l'Union européenne, 25 peuvent être trouvés au Groenland en quantité significative. En clair, perdre le Groenland, ça serait une catastrophe pour l'Europe, qui est déjà beaucoup trop dépendante de la Chine pour ses matières premières. Mais l'Union européenne, est-ce qu'elle a les moyens de défendre le Groenland ? Eh bien malheureusement, et ça me fait mal de le dire, si une grande puissance mondiale décidait d'exercer une pression plus forte sur le Groenland ou le Danemark, je vois mal l'Europe faire bloc. On l'a vu avec l'Ukraine, entre les crises politiques en France et en Allemagne, des opinions publiques déjà fatiguées par les guerres, il y a peu de chances que l'Europe veuille s'impliquer dans un autre conflit stratégique. Par contre, un scénario plus probable et plus acceptable pour l'Union européenne, ça serait que le Groenland gagne progressivement en indépendance et que ses habitants puissent décider eux-mêmes de leur futur. Dans ce cas-là, il faudrait négocier des accords économiques et commerciaux avec l'Union européenne et pourquoi pas imaginer un scénario où le Groenland en fait rejoindrait l'Union européenne en tant que pays indépendant. Ce n'est pas mon scénario privilégié, mais honnêtement, ce n'est pas non plus le plus farfelu. Passons maintenant au deuxième acteur qui veut le Groenland, c'est la Chine. Parmi tous les pays qui s'intéressent au Groenland, la Chine est de loin le plus éloigné géographiquement. Et à première vue, la Chine, elle n'a pas vraiment d'intérêt stratégique en Arctique. On pourrait donc se demander ce qu'elle vient faire ici. Je vais vous expliquer. C'est assez paradoxal pour un pays qui se réclame communiste, mais la Chine est un des pays les plus dépendants du commerce mondial libre. Son économie repose énormément sur les exportations et le commerce extérieur qui reprend plus de 20% de son PIB. Elle est donc ultra dépendante des routes maritimes pour acheminer ses marchandises, notamment vers l'Europe. Et pour elle, l'ouverture des routes du Nord, c'est une aubaine. Elles sont plus courtes. Et surtout, elles lui permettent de réduire sa dépendance aux itinéraires traditionnels, comme le détroit de Malacca et le canal de Suez, qui peuvent être facilement bloqués en cas de tension géopolitique. Mais ce n'est pas tout. La Chine a aussi un besoin urgent de diversifier ses sources d'approvisionnement en minerais, en terres rares et en hydrocarbures. En clair, elle ne veut plus dépendre uniquement de l'Australie, de l'Afrique ou des États-Unis pour ses matières premières. Et c'est là qu'intervient le Groenland, parce que Pékin voit le Groenland comme le chaînon manquant de sa route de la soie polaire. Ça serait un avant-poste commercial stratégique, et Xi Jinping imagine déjà construire d'immenses ports au Groenland qui deviendraient le dernier stop avant d'inonder les marchés européens et nord-américains de produits chinois. D'ailleurs, la Chine a déjà multiplié ses relations diplomatiques avec le Groenland depuis 2018, et la Chine leur a même proposé de financer des infrastructures, notamment un aéroport, tout en envoyant ses propres ouvriers et ses propres ingénieurs pour construire cet aéroport. Mais pour l'instant, tous ces projets ont été bloqués sous la pression du Danemark et des États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que la Chine a abandonné l'idée. Au contraire, elle reste à l'affût et continue de proposer de nouveaux projets en espérant qu'un jour, les Groenlandais, ils accepteront. Et surtout, si elle sent qu'elle peut jouer les troubles-fêtes en territoire occidental, comme elle a l'impression que les États-Unis le font en mer de Chine, elle le fera. Alors, contrairement aux États-Unis ou à la Russie, la Chine ne cherche pas à annexer le Groenland. Son objectif, et ça il faut bien le comprendre, c'est avant tout d'exercer une influence diplomatique et de maintenir un statu quo qui lui permettrait d'en tirer un maximum d'avantages économiques et commerciaux. Donc le meilleur scénario pour la Chine, ça serait que le Groenland devienne totalement indépendant du Danemark, mais sans tomber sous la coupe des États-Unis. Et honnêtement, c'est un scénario assez crédible. Mais avec Trump dans l'équation, les cartes pourraient être totalement rebattues. Maintenant, le troisième acteur de la zone, c'est la Russie de Poutine. Alors soyons clairs tout de suite, si la Russie s'intéresse à l'Arctique, ce n'est pas pour ses ressources minières ou en hydrocarbures. Le plus grand pays du monde n'en manque pas. Pétrole, gaz, uranium, charbon, cobalt, nickel, la liste est longue.
très longues. Et tout ça, il y en a déjà en abondance sur le sol russe. En revanche, ce qui fascine Poutine, c'est l'océan Arctique. Et donc par extension le Groenland. Pourquoi ? Parce qu'avec la fonte des glaces, cette région va devenir une des zones les plus stratégiques de la planète dans les prochaines décennies. On l'a dit, avec les routes commerciales entre autres. Et si on regarde l'histoire, si on dézoome, on voit que la Russie a toujours été à la marge des grands flux commerciaux mondiaux. Elle n'est ni totalement européenne, ni totalement asiatique, et les routes commerciales les plus importantes, comme celle de la soie ou des épices, elles passaient au sud, car elles étaient plus sûres et plus rapides. Donc pendant des siècles, la Russie, elle a cherché un accès direct à des mers plus chaudes qui ne seraient pas prises par la glace pendant la majeure partie de l'année pour justement revenir au centre du game. Mais le réchauffement climatique change tout parce que la fonte de la banquise qui s'accélère, elle fait que d'ici 2050, l'océan Arctique sera navigable toute l'année. Résultat, la Russie va s'ouvrir à l'une des plus grandes façades maritimes de la planète. Et surtout, ces eaux territoriales vont devenir un passage quasi obligé pour les nouvelles routes commerciales du Nord. Donc Poutine s'en frotte déjà les mains et compte bien contrôler la chaîne logistique de bout en bout. Donc en fait, concrètement, la Russie ne veut pas vraiment le Groenland. Ce qu'elle veut, c'est s'assurer que les Américains ne prennent pas trop d'influence dans la région. D'ailleurs, Moscou a déjà mis en garde Trump contre toute tentative de rachat ou d'annexion du territoire. La stratégie de Poutine, c'est militariser l'Arctique. Sa réponse, ça a été une militarisation express du Grand Nord. Il a réouvert des bases militaires soviétiques, fermées après la guerre froide par exemple. Il a renforcé la flotte du Nord avec des sous-marins, avec des brise-glaces militaires. Il a agrandi des ports donnant sur l'océan Arctique. Et forcément, ça passe par une influence sur le Groenland. Mais la question est, est-ce que la Russie aura les moyens de ses ambitions ? En gros, est-ce que la Russie peut tenir le coup ? Ça, rien n'est moins sûr. Parce que la guerre en Ukraine, évidemment, l'a considérablement affaiblie. Elle a perdu des milliers d'hommes, elle a perdu énormément de matériel, elle a perdu beaucoup d'énergie, son économie souffre, malgré ce que déclarent les médias officiels. Alors est-ce que la Russie a les moyens de jouer la carte de l'Arctique sur le long terme ? Justement, à cause de tout ça, rien n'est moins sûr. Et puis un affrontement ouvert entre deux puissances nucléaires dans cette région, ce serait catastrophique. Alors Poutine pourrait choisir donc une autre approche. Il pourrait choisir d'intensifier sa guerre hybride contre les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre hybride ? Ça veut dire des sabotages de câbles sous-marins, ça veut dire la désinformation massive, ça veut dire des attaques de cyberespionnage, ça veut dire des multiplications de trolls en ligne, et tout ça pour ralentir l'influence américaine dans le Grand Nord. Alors voilà pour la Russie. Maintenant, le quatrième acteur, et celui qui a mis le Groenland au centre de l'attention médiatique, ce sont évidemment les États-Unis. We need Greenland for national security purposes. Pour lui, la sécurité, ce n'est pas seulement militaire, justement. C'est aussi économique et commercial. Et le Parti républicain, ses alliés, sont allés encore plus loin en lançant un projet de loi, le Make Greenland Great Again Act. Et cette loi, c'est un brouillon qui a été écrit par des officiels pour faire passer en vote l'achat du Groenland. Alors on peut se demander comment un pays pourrait acheter un autre pays. Mais les Américains, eux, ils y croient. Et pour les États-Unis, l'achat de pays, de territoires, c'est une vieille tradition. Depuis leur création, les États-Unis ont acheté des territoires et c'est un peu leur spécialité même. En 1803, les États-Unis, ils achètent la Louisiane à nous, à la France, pour 15 millions de dollars de l'époque. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent de 400 millions de dollars. Mais aujourd'hui, cette région, ses ressources, son économie, elle vaut plus de 1200 milliards de dollars selon une étude. Donc ça a été très rentable. Mais ce n'est pas tout. En 1867, Andrew Johnson, le président dont Trump se revendique comme étant l'héritier, Andrew Johnson rachète l'Alaska à la Russie pour 7,2 millions de dollars de l'époque, soit 132 millions de dollars d'aujourd'hui. Le résultat, avec le prix du pétrole actuel, il suffirait d'une semaine pour rembourser l'achat de l'Alaska. Et là, je ne parle même pas des réserves de gaz, d'or, d'argent, de zinc, de cuivre ou encore la position stratégique de l'Alaska. Donc quand les États-Unis veulent un territoire, jusqu'ici, ils finissent souvent par l'avoir. Et d'ailleurs, Trump n'est pas le premier président à vouloir acheter le Groenland. En 1946, c'est Truman qui avait déjà essayé en voyant l'île comme un tampon stratégique face à la Russie. Mais Trump, lui, il veut réussir là où les autres ont échoué. Il veut laisser son nom dans l'histoire. Et pour lui, le Groenland, c'est la cible parfaite. Des terres rares pour se libérer de la Chine dans la technologie des batteries, du pétrole, du gaz, du charbon pour renforcer la domination énergétique des États-Unis,
un emplacement stratégique sur les futures routes commerciales les plus fréquentées du monde, comme on l'a déjà vu, un gigantesque porte-avions naturel pour protéger et menacer la Russie en cas de conflit. Donc tout ça, ce sont des bénéfices perçus par Trump, et pour lui sa stratégie, c'est d'acheter purement et simplement le Groenland. Et alors pourquoi ne pas payer directement les Groenlandais? En tout cas c'est ce qui se dit. En gros, son idée, ça serait de donner un chèque à chaque Groenlandais en les rendant multimillionnaires et en leur offrant un passeport américain. Et en échange, le Groenland serait absorbé par les États-Unis qui deviendraient les maîtres à bord et pourraient exploiter toutes les ressources pour assurer leur indépendance énergétique et technologique tout en installant leur base militaire ou en renforçant leur présence militaire sur place. Selon moi, un achat pur et simple du Groenland est compliqué. Trump est habitué à des annonces fracassantes qui lui permettent derrière de négocier beaucoup plus fort ce qu'il veut. On l'imagine plus chez Gringotts proposer ce genre d'idées en public et se contenter derrière d'accords exclusifs en matière de commerce, de défense et d'économie. L'objectif final là-dedans, ça serait que les États-Unis soient les principaux bénéficiaires des richesses du Groenland. Et maintenant, pour finir, le 5e acteur qui veut le Groenland, évidemment, c'est le Groenland lui-même. J'en parle en dernier, mais c'est pourtant l'acteur le plus logique, évidemment. Le Groenland appartient aux Groenlandais. Chaque peuple est libre de disposer de lui-même, et donc c'est à eux de décider de leur avenir, de leurs terres, de leurs ressources. Le plus logique, non. Aujourd'hui, le Groenland n'est pas encore totalement indépendant du Danemark, mais beaucoup de Groenlandais veulent le devenir. Et pourquoi exactement? Pour exploiter leurs ressources, pour exploiter leur position stratégique, et pour le faire en toute indépendance et pour se développer. Mais pour pouvoir faire tout ça, les Groenlandais devront avoir des investissements massifs et des ressources financières colossales, et on parle bien en dizaines, en centaines de milliards de dollars. Et surtout, le Groenland, il aurait besoin d'alliés. Mais qui alors? Ça c'est une grande question qu'on abordera plus tard. Voilà, vous savez tout. Maintenant, dites-moi en commentaire qui, selon vous, aura le Groenland. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Et pour en savoir plus sur les produits d'investissement de Gringotts et nos comptes de paiement, notamment le compte premium avec tous ses avantages, c'est le premier lien en description.